Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation de la prise en charge de l'intoxication au monoxyde de carbone. Le 17 décembre, une mère de 34 ans se présente aux urgences accompagnée de son enfant de 3 mois pour des vertiges et une faiblesse généralisée depuis environ une semaine. Son conjoint présente également des vomissements depuis 48 heures. En cette période de chauffe hivernale, il faut évidemment penser à une possible intoxication au monoxyde de carbone. À l'interrogatoire, on retrouve une notion de poêle défectueux à domicile avec utilisation de bois mouillé. Les symptômes sont majorés le matin au lever. Nous contactons le mari qui doit se présenter aux urgences le plus rapidement possible. L'examen clinique des 3 patients est sans particularité en dehors d'une rhinite chez le bébé. L'HbCO est à 2,3% en veineux chez la mère, à 4,7% en veineux chez le bébé et à 2% en SpCO chez le père, sachant qu'il a un tabagisme à 15 paquets années. Les électrocardiogrammes chez les parents ne montrent pas de signes d'ischémie ou d'autres anomalies. Nous sommes donc devant une probable intoxication subaiguë au monoxyde de carbone. La famille est hospitalisée pour une oxygénothérapie normobar au masque haute concentration pendant 12 heures. 15 litres par minute pour les adultes et 10 litres par minute pour le bébé après consultation du médecin hyperbare et du pédiatre de Toulouse qui recommande également un suivi pédiatrique en externe ensuite. Une déclaration avec les coordonnées des patients a été faxée à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes pour enquête. Voici le plan de ma présentation sur l'intoxication au monoxyde de carbone. Nous commencerons par l'épidémiologie qui sera centrée sur la région Auvergne. Ensuite, nous verrons l'origine et la toxicité du monoxyde de carbone. Puis les symptômes, le diagnostic et la prise en charge thérapeutique, avec enfin l'orientation du patient selon la gravité et le signalement auprès de l'ARS ainsi que les campagnes de prévention. On dénombre entre 4 000 et 5 000 intoxications au monoxyde de carbone par an et cette intoxication est la première cause de décès par intoxication en France, entre 100 et 200 par an. En 2005, les intoxications accidentelles dans l'habitat, c'est-à-dire hors incendie et suicide, représentaient 63% des recours hospitaliers et 51% des décès signalés. Il ne faut cependant pas utiliser que les incendies domestiques sont aussi responsables de nombreuses intoxications au monoxyde de carbone. Voici un graphique montrant les différentes sources de monoxyde de carbone en cause dans l'habitat et nous voyons que la chaudière est presque à elle seule responsable de la moitié des intoxications de monoxyde de carbone. Voici un graphique provenant de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes montrant le nombre d'épisodes d'intoxication au monoxyde de carbone depuis le 1er septembre 2017. Les barres en bleu montrant le nombre d'épisodes, les lignes vertes le nombre de personnes exposées et les lignes rouges le nombre de personnes transportées vers un service d'urgence hospitalier. Nous remarquons que les intoxications au monoxyde de carbone sont majoritairement pendant les périodes de chauffe hivernale. En 2017, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a eu 129 épisodes d'intoxication signalés, avec une intoxication de 297 personnes, dont 260 ont été transportées vers un service d'urgence hospitalier. Il y a eu 5 décès. Le nombre d'épisodes d'intoxication au monoxyde de carbone a progressé de 19% en 2017 par rapport en 2016. Pour les chiffres de cette année, je me suis basée sur le bulletin d'information du 5 novembre 2018 de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 17 épisodes ont été signalés depuis le 1er octobre 2018. La quasi-totalité a eu lieu dans l'habitat individuel et était en lien avec la baisse des températures et des chutes de neige entraînant des coupures d'électricité. 44 personnes ont été exposées et 25 ont été transportées aux urgences hospitalières et aucun décès n'a été recensé. Voici une carte recensant les déclarations d'épisodes d'intoxication au monoxyde de carbone
depuis le 1er octobre 2018 jusqu'au 5 novembre 2018 en Auvergne-Rhône-Alpes. Le monoxyde de carbone est un gaz incolore inodore et non irritant produit par une combustion incomplète. Il diffuse très vite dans l'environnement et peut être mortel en moins d'1 heure. L'intoxication accidentelle résulte d'appareils ménagers à combustion défectueux, comme les chaudières, les chauffe-eau ou chauffe-bain au gaz, les cuisinières au gaz ou au charbon, les convecteurs fioul ou charbon. D'anomalies de l'installation ou de l'entretien, aération ou évacuation des gaz brûlés non conformes, défaut d'étanchéité ou obstruction des conduits. De causes météorologiques avec un redout des températures associé à une humidité importante et un vent faible qui réduisent le tirage des conduits d'évacuation des gaz brûlés, augmentant le risque d'intoxication au monoxyde de carbone, surtout chez les utilisateurs d'un appareil de chauffage au charbon. Ou enfin par l'usage d'un appareil dangereux comme un poêle à pétrole ou au gaz non raccordé comme un appareil de chauffage d'appoint mobile ou un groupe électrogène utilisé dans un lieu clos. La toxicité du monoxyde de carbone est liée à la fixation du monoxyde de carbone sur l'hémoglobine, réduisant la saturation de l'hémoglobine en oxygène responsable d'une hypoxie. L'affinité du monoxyde de carbone pour l'hémoglobine est 230 fois supérieure à celle de l'oxygène. On retrouve une toxicité cellulaire directe avec des composantes immunologiques et inflammatoires. La toxicité du monoxyde de carbone est également liée à la durée d'exposition et à la concentration de monoxyde de carbone dans l'air. 0,1% tue en 1 heure, 1% tue en 15 minutes et 10% de monoxyde de carbone dans l'air tue immédiatement, cette teneur étant uniquement rencontrée lors d'un incendie. L'intoxication au monoxyde de carbone est responsable d'une hypoxie ainsi que d'une hypoxémie périphérique, avec une baisse de la capacité de fixation de l'hémoglobine et un déplacement de la courbe de dissociation de l'hémoglobine vers la gauche. Les symptômes retrouvés lors d'une intoxication aiguë au monoxyde de carbone sont des céphalées, des vertiges, des nausées, des vomissements, une asthénie, une faiblesse musculaire, des troubles du comportement, des troubles visuels, une hyperréflexivité tendineuse. Les signes de gravité de l'intoxication au monoxyde de carbone sont un coma hypertonique, un trismus, des convulsions, une hyperthermie ou des sueurs, une coloration cochenille des téguments, une hypertension artérielle, une rhabdomyolyse responsable d'une insuffisance rénale aiguë, une détresse respiratoire ou encore une souffrance myocardique avec une tachycardie, des troubles du rythme, des troubles de la repolarisation ou un infarctus du myocarde. Les facteurs aggravants d'une intoxication au monoxyde de carbone sont une intoxication concomitante à l'alcool ou médicamenteuse, des lésions traumatiques, une intoxication aux fumées d'incendie, des tares associées ou des comorbidités, une HbCO supérieure ou égale à 25% ou une prise en charge tardive supérieure à 24 heures. En fonction des taux de monoxyde de carbone, on retrouve lors d'une intoxication aiguë des symptômes à type de vomissement, syncope, pour des taux faibles et des symptômes à type de coma rapide ou de décès en cas de taux élevé. Lors d'une intoxication chronique, on retrouve des maux de tête, des fatigues, des nausées. Il ne faut pas confondre l'intoxication chronique avec une indigestion. À distance de l'exposition, on retrouve aussi un syndrome post-intervallaire qui est composé de signes neuropsychiques apparaissant de 7 à 40 jours après l'intoxication, avec des céphalées, des vertiges, une sensation de faiblesse musculaire, une hyperréflexivité tendineuse, des troubles visuels, des troubles auditifs ou des manifestations psychiatriques. On retrouve également un syndrome séquelaire avec un syndrome parkinsonien, une surdité de perception, des polynévrites ou des troubles du comportement. Le diagnostic s'effectue sur la mesure du CO atmosphérique sur le lieu de l'intoxication par les services de secours supérieurs à 50 ppm, ou le dosage du CO expiré sur le lieu de l'accident. Nous pouvons également doser la SpCO via un oxymètre de pouls comme le RAD 57. Il devrait être utilisé majoritairement pour le tri des patients aux urgences lorsqu'ils se présentent pour des symptômes neurologiques lors des périodes de chauffe hivernale. Le dosage sanguin de l'HbCO est à effectuer le plus tôt possible sur du sang veineux ou artériel,
en notant si le patient a reçu une oxygénothérapie au préalable, car elle déplace modérément le CO et peut minimiser le résultat. Une valeur normale n'exclut pas le diagnostic. Les seuils en faveur d'une intoxication au monoxyde de carbone sont en présence de signes cliniques, une HbCO supérieure à 6% chez un fumeur et supérieure à 3% chez un non-fumeur, et en l'absence de signes cliniques, une HbCO supérieure à 10% chez un fumeur et supérieure à 6% chez un non-fumeur. Les autres examens complémentaires pouvant être pratiqués lors d'une intoxication au monoxyde de carbone sont des gaz du sang. On peut retrouver une acidose métabolique qui est un signe de gravité. Au ionogramme sanguin, on peut retrouver une hypocalémie. Il faut également pratiquer une radio pulmonaire et des électrocardiogrammes répétés, ainsi qu'un dosage de la troponine au moindre doute. La liaison entre l'hémoglobine et le monoxyde de carbone est réversible en 6 heures à l'air, en 90 minutes sous oxygène pur, FiO2 à 100%, et en 20 minutes en oxygénothérapie hyperbare. Cependant, il y a une toxicité persistante car le monoxyde de carbone se lie au cytochrome et à la myoglobine. La prise en charge initiale repose évidemment sur la soustraction à l'ambiance toxique. Et ensuite, l'oxygénothérapie à haut débit doit être introduite le plus rapidement possible sans attendre les résultats de l'HbCO, avec 12-15 litres par minute d'oxygène au masque haute concentration pendant au minimum 6 heures et jusqu'à 12 heures. L'oxygénothérapie hyperbare est indiquée chez la femme enceinte quelle que soit la gravité initiale, chez le patient comateux, en cas de perte de connaissance, en cas de signes neurologiques comme des signes d'irritation pyramidale avec des réflexes ostéotendineux vifs ou un Babinski, en cas d'ischémie clinique ou électrique ou de troubles de conduction, et chez l'enfant. Le caisson hyperbare est contre-indiqué en cas de pneumothorax non drainé ou de bronchospasme majeur. Il faut également prendre en charge les complications habituelles associées, comme un coma ou une détresse respiratoire, sans oublier les intoxications associées en cas de fumée d'incendie, avec une indication large de l'utilisation du cyanokite. L'intoxication à l'acide cyanhydrique peut être responsable d'un tableau de défaillance multiviscérale avec état de choc et élévation importante des lactates. Voici le protocole du SAMU du Cantal en cas d'intoxication au monoxyde de carbone. À savoir que le caisson hyperbare du Cantal est celui de Toulouse, alors que celui du reste de l'Auvergne est à Lyon. Les patients victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone sont hospitalisés en réanimation médicale en cas d'état de choc, de coma, de convulsions, de rhabdomyolyse, de décompensation grave, de tare préexistante. Ils peuvent être également hospitalisés en service de médecine en cas de décompensation de tare préexistante légère ou en cardiologie en cas d'ischémie clinique ou électrique. Les patients sont autorisés à regagner leur domicile après une oxygénothérapie hyperbare ou bien normobare de 12 heures sous 3 conditions. Rééquilibration d'éventuelles tares préexistantes décompensées, lettre au médecin traitant pour consulte à 2 ou 3 semaines pour éliminer les syndromes post-intervallaires ou filières mises en place aux urgences, et enfin s'assurer que les autorités sanitaires ont été prévenues via une déclaration à l'ARS. La déclaration doit s'effectuer auprès de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes par un formulaire téléchargeable sur le site ou qui se trouve dans les bureaux de l'UHCD. Cette déclaration doit se faire par mail ou par fax dans les meilleurs délais. Sur la déclaration, on doit retrouver la commune de l'intoxication, le nombre de personnes exposées, le nombre de victimes en déclinant leur nom et leur prise en charge, les coordonnées d'une victime ou d'un proche pour organiser l'enquête environnementale et bien évidemment nos propres coordonnées. Je vais maintenant vous parler de l'intérêt de l'oxygénothérapie hyperbare dans la prise en charge des intoxications au monoxyde de carbone. Je m'appuie sur les recommandations de la HAS datant de 2007, la conférence de consensus européenne recommandant
La réalisation d'une séance d'oxygénothérapie hyperbare chez les patients intoxiqués au monoxyde de carbone présentant un haut risque de complications. C'est une recommandation de type 1, c'est-à-dire fortement recommandée par le jury. Je vais maintenant vous parler d'une étude qui a été publiée dans la revue Chest en 2017 sur l'association entre l'oxygénothérapie hyperbare et la mortalité chez des patients qui étaient intoxiqués au monoxyde de carbone. Il s'agit donc d'une étude rétrospective avec une grande cohorte, 25 737 intoxications au monoxyde de carbone, dont 7 278 ont été traitées par oxygénothérapie hyperbare. Le critère de jugement est cette fois-ci la mortalité. Il est moins subjectif que les séquelles neuropsychologiques habituellement étudiées. Donc l'article conclut que le risque de mortalité dans le groupe oxygénothérapie hyperbare est inférieur à celui du groupe sans oxygénothérapie hyperbare, surtout à court terme mais aussi à plus long terme. À l'intérieur du groupe oxygénothérapie hyperbare, la mortalité est moindre chez les patients ayant reçu entre 2 et 5 séances et plus de 5 séances par rapport à ceux n'ayant reçu qu'une seule séance.